aperçu que dans les cas de rencontres rapprochées, notamment du troisième type, il y avait une relation entre l'état d'esprit ou l'inconscient, ou même le métier du témoin, et l'expérience qu'il vivait. Alors ça, c'est quelque chose qui a... parce que vous vous trouvez vite acculé dans ces histoires. Si le témoin est seul, vous dites, oh, ben, il s'agit d'une hallucination. Très bien. Mais il faut savoir que dans les RF3, il y a un tiers de cas à témoins multiples. Ah, c'est pas souvent vu. Et quand vous avez affaire à des témoins multiples, la plupart du temps, ils vous communiquent également des informations sans se rendre compte de cette nature-là, mais dans ce cas, c'est transculturel, c'est-à-dire que ça appartient à la culture générale humaine. Très, très, très dérangeant, et ce n'est pas tout. Le lien psychique est très vaste, il couvre beaucoup de domaines. Vous avez des gens qui ont commandé à l'ONU. Sur toute la planète, vous avez des cas comme ça. Le dernier bouquin de Joël Ménard en cite pour la France. Le témoin voit un objet dans le ciel, et puis tout d'un coup, il ressent un sentiment d'empathie. Et mentalement, il lui dit, oh, sois gentil, va à gauche. L'objet se place immédiatement à gauche. Cliquez au jeu, va à droite. L'objet se place à droite et fiche le camp. Même réflexion. Un témoin, hallucination, d'accord? Mais plusieurs. Donc, plus menti. Dans la très grande vague américaine, qui est trop connue en France, de la vallée de l'Hudson, vous avez des fois des dizaines de témoins observant de nuit un gigantesque objet grand comme un stade de football, qui opère à 2-3 km/h au-dessus de leur tête. Et à un moment, il y a un des témoins, pareil, il parle mentalement, il lui dit, mais arrête-toi, viens vers moi, je voudrais te voir. L'objet s'arrête, fait demi-tour et vient au-dessus de la tête. Il y a un lien psychique. Or, c'est pas que ça n'existait pas avant 73, cette histoire-là. Mais vous savez, en ufologie, c'est un peu comme dans la vie. On regarde ce qu'on a bien envie de voir. Et puis le reste, voilà. Il y avait eu un cas français, notamment, qui a été, on n'a pas fait attention, hein, c'est le cas de Missancourt, dans l'Aisne, qui s'est déroulé en 67. Alors je le raconte très rapidement, il est intéressant. Ça va vous faire voir un petit peu la complexité de la chose. Deux chasseurs, dans la nuit à 2h du matin, dans la lande, une lande parsemée de forêt. Deux durs à cuire, hein, des gars qui étaient copains depuis la résistance, qui ont flingué des Allemands, c'est pas des enfants de cœur. Fusil sous le bras. Ils tombent sur un objet lumineux à 200 mètres, coucou, classique, totalement lumineuse blanche, avec un carré rouge au milieu. Ils vont droit dessus avec leur fusil. L'objet se met en sustentation et vient vers eux. Et là, ils vont avoir une réaction très très différente. Celui de droite prend peur, jette le fusil par terre, il se tourne, met un genou au sol et il se protège la tête. Donc, il se met dans une situation à l'écart de refus. L'autre épaule carrément et se prépare à tirer. À 20 mètres, il veut appuyer sur la descente, il ne peut pas, il est paralysé. L'objet passe au-dessus, mais à 1 mètre, hein, au-dessus de sa tête. Tous les deux ressentent la vague de chaleur, sauf que celui qui est là avec son fusil, il se met instantanément à rêver. Et c'est un rêve lucide puisqu'il sait qu'il rêve. Il a l'impression, il rêve, c'est le mot qu'il a employé, je rêvais que j'ai été aspiré avec ce phénomène en l'air, je me suis senti léviter en tenant mon fils mort entre les bras. Fils qui se portait très bien. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Le minimum que l'on puisse dire là-dessus, c'est qu'il avait ça, il avait probablement cette crainte inconsciente quelque part, et que la proximité a fait ressurgir ça, le lien psychique toujours. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, on a eu un cas qui s'est déroulé il y a 20 ans dans le Gard, 2 jeunes en moto, passagers conducteurs, circulent dans la nuit. Un phare gigantesque vient derrière eux, ils pensent que c'est un camion. Et puis le phare les presse. À un moment, le passager tape sur l'épaule du conducteur, il dit, bon, il va nous faire arriver un accident, celui-là, gare-toi, laisse-le passer. C'est ce qu'il fait. Et à ce moment-là, une boule lumineuse assez grosse les frôle, littéralement, opère une ressource et disparaît à toute vitesse dans le ciel. Vous savez, des cas comme ça, il y en a pas mal. D'ailleurs, essayez de l'analyser, vous verrez qu'il y a très peu d'informations dans ce cas. Ce qui est intéressant, c'est pas ça. C'est ce qui s'est passé après. Le témoin, celui qui était derrière, d'abord, pendant des années, il n'a
il a souffert d'insomnie au point d'être hospitalisé. Mais surtout, il a fait 3 OBE, Out of Body Experience. Il a fait des sorties du corps dont il ignorait tout. La première fois, ça a été une panique généralisée. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Deuxième fois, ça allait un peu mieux, et la troisième fois aussi. Et puis ça s'est arrêté net, il n'y en a plus jamais eu. Encore une fois, la proximité avec ce phénomène a provoqué quelque chose. Il faut faire très attention aux interprétations. Si vous avez une position, on va dire, plus matérialiste peut-être, vous direz, bon, ben, cet objet est passé à côté, et puis il y a eu une action, un rayon, ou un électromagnétisme, on ne sait pas trop quoi, qui a agi sur le cerveau des témoins. On parlait de neurobiologie tout à l'heure. Sur le cerveau des témoins. Mais c'est peut-être pas du tout l'explication, parce que là, on fractionne les choses. Il y a eu pour moi un effet sur la conscience, et il faudrait arriver à avoir ça d'une façon beaucoup plus globale. Quand ces histoires-là sont arrivées sur le milieu ufologique français très structuré, je vous ai dit, ça a été une véritable catastrophe, parce que du coup, ces gens se sont retrouvés, des esprits brillants à l'époque, c'était pas aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui étaient capables de penser. On s'est retrouvé dans une situation, j'ai vécu bien sûr tout ça, on s'est retrouvé dans une situation où il a fallu absolument essayer de trouver une explication à tout ça. Et du coup, ça a fragmenté tout le milieu, et chacun est parti un peu frénétiquement dans son sens. Par exemple, la parapsychologie a été une des options. Peut-être avez-vous entendu parler de Pierre Vieroudi, qui avait écrit un livre qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, Ces ovnis qui annoncent le surhomme. Alors j'ai rencontré Pierre une fois. Pierre était parti d'un raisonnement finalement logique. Il avait dit, bon, l'esprit humain a quelque chose à voir là-dedans, comme dans la parapsychologie, donc le phénomène ovni, c'est un phénomène parapsychologique géant. En gros, je viens de vous résumer sa thèse, et il a écrit un livre là-dessus. Le problème, c'est que, vous pouvez essayer vous-même, mais vous aurez toujours beaucoup de mal à expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas très bien avec quelque chose qu'on ne comprend pas très bien non plus. Et donc, malgré des tentatives d'ailleurs intéressantes, des tentatives empiriques intéressantes, ça en est resté là. On a beaucoup fait appel à Carl Gustav Jung à cette époque-là aussi. Alors il est vrai que le grand psychanalyste suisse avait écrit un livre en 1958 de mémoire sur le sujet, un livre très prudent, il ne s'était pas trop engagé, il avait reconnu la matérialité du phénomène, mais il disait, je pense avoir reconnu dans ces manifestations des éléments de type symbolique et notamment de type archétypal. Alors, il faut savoir que dans la conception de Jung, l'inconscient humain est habité par ce qu'il appelle des archétypes, c'est-à-dire des symboles communs, collectifs à l'humanité, qui pour lui apparemment étaient transmis génétiquement, en partie il pensait ça, et ces archétypes véhiculent une puissance énergétique extraordinaire et servent en plus de trait d'union avec un arrière-plan qui est métaphysique aux yeux de Jung, donc qui pourrait se rapprocher peut-être de l'imaginal d'Henri Corbin, pour ceux qui connaissent, ou voire du soi, tel qu'on l'explicite dans la tradition hindoue, par exemple. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous signale que Jung est toujours interdit de citer en faculté française. On veut bien tolérer les trublions freudiens, Jung, il n'y avait pas question. Mais il passe pour un occultiste, à cause de ça, justement. Bon, objectivement, c'est vrai que la grille d'analyse jungienne est opérative dans certains cas de rencontres rapprochées, un nombre limité de cas. Mais dans ce cas-là, vous avez tendance à ne plus faire d'ufologie, vous êtes dans l'herméneutique, c'est-à-dire la discipline qui étudie le symbolisme des grands rêves et des grandes visions. Il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens gravitant dans cette optique-là, et je pense notamment à Stanislas Grof, le psychiatre que vous connaissez certainement, quand il se penche, bon, c'est pas sa spécialité non plus, mais quand il se penche sur ces histoires-là, il dit, et il écrit directement, il s'agit de matérialisation d'archétypes, purement et simplement. Donc il s'inscrit dans la tradition jungienne. Le problème, là, c'est un peu le même que pour la parapsychologie, c'est que malgré son association avec le physicien Wolfgang Pauli, le duo Pauli-Jung n'a pas été capable finalement de produire une théorie physique de l'ordre de la physique
sur laquelle on puisse se raccrocher. Et d'une manière générale, c'est ce qu'on peut dire de cette époque. À quoi correspond tout ça? Ça correspond à l'irruption inattendue de la notion de conscience dans le dossier OVNI, et il n'y avait aucune structure, aucun cadre physique, scientifique, vérifié, qui puisse coiffer ça et encadrer ça par le dessus. Et donc, ce qui est arrivé est assez normal, finalement. Les choses ont un peu évolué depuis, vous vous en rendrez compte tout à l'heure, mais quand même, le sujet reste extraordinairement dangereux. Ceux qui ont tiré les marrons du feu dans cette histoire, c'est les sceptiques en tout genre. Parce qu'ils ont dit, bon, évidemment, pour nous, le phénomène OVNI, il ne s'agit que de confusion. Bon, à partir de là, que dans ces confusions, il y ait des hallucinations et qu'on confonde avec des artefacts humains ou des phénomènes naturels, avec des choses issues de notre propre culture, de notre propre psychisme, c'est pas étonnant. Donc ça prouve qu'il n'y a rien, donc tout est à envoyer à la poubelle. Voilà le langage qui s'est tenu, et qui se tient toujours d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, le phénomène continuait d'être mondial. La grande vague de la vallée du Hudson commençait aux États-Unis, et les mêmes témoignages remontaient de partout sur la planète. Pour vous donner un ordre d'idée, on pense, selon des statistiques qui ont été faites par l'ONU, qu'il y aurait 80 millions de cas. Si vous pratiquez une césure là-dessus, une sélection stricte, vous gardez 4%, ça fait quand même plus de 3 millions de cas. 3 millions de cas en 70 ans, dont on connaît 3%. Pas mal quand même. Et donc le phénomène perdure. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 5 caractéristiques. Vous allez dire que je ne vais rien vous épargner aujourd'hui. Alors si l'émergence de la conscience dans le dossier a fait l'effet d'une bombe à fragmentation, alors là, avec la 5e, qui est à 100% du phénomène, jusqu'à preuve du contraire, on est dans la bombe thermonucléaire. Raison pour laquelle, d'ailleurs, pratiquement aucun ufologue ne veut voir ça en face. Tout le monde fait l'autruche. C'est trop dangereux. Cette 5e caractéristique porte un nom, c'est le cadre élusif. Dit comme ça, bon, on dirait, on sait très bien qu'il n'y a pas un ovni qui est allé se poser sur la pelouse de la Maison Blanche, on le saurait. On n'est pas dans le film Le jour où la Terre s'arrêta avec Michael Rennie. Certes, vous avez peut-être entendu parler du rapport Cometa qui a été publié en 1999 et qui était un rapport, on va dire, semi-officiel puisqu'il était fait par des hauts responsables, des généraux de l'armée de l'air française, qui a toujours été également la plus concernée par toutes ces histoires. Dans le rapport Cometa, qui est quand même assez important, ce problème de la 5e caractéristique est abordé en une phrase, même pas une ligne, une phrase. Nous savons par les témoignages que ce phénomène est extrêmement fuyant. Bon, ben, ça ne mange pas de pain, vous lisez ça, et puis vous passez à la phrase suivante, sans vous rendre compte de ce qu'il y a derrière. En 1977-78, j'ai été voir par 2 fois Aimé Michel. Certains d'entre vous ont sans doute entendu parler d'Aimé Michel, sans doute le plus grand esprit qu'ait eu l'ufologie à cette époque-là. Non seulement un scientifique de formation, un puits de connaissances absolument abyssal, et un philosophe également de formation. Le genre de personnage, on n'en rencontre pas beaucoup dans sa vie, vous discutez d'un sujet complexe avec lui, on va dire qu'il est à 100 quand vous êtes encore à 10, et que vous réalisez 30 ans après que il voulait dire ça, il avait déjà tout lu, il avait raison. Eh oui, c'est ça Aimé Michel. Et Aimé Michel avait eu une idée, toute bête apparemment. Il avait réussi à se procurer les statistiques sur le nombre d'appareils photo et de caméras en circulation dans le monde. Donc, appareil photo 24-36 réflexe à l'époque, bien sûr, et caméra 8 mm Super 8. Bon, loin d'aujourd'hui, on est en 77-78. Et il s'était livré dessus à des statistiques en corrélant ces chiffres-là au nombre supposé d'observations rapprochées. Plus exactement, il avait fait des probabilités. Il était tombé sur un résultat étonnant. Il avait dit, mais si on suit les strictes lois du hasard, retenez bien ce terme, hasard, parce qu'il va jouer un rôle de plus en plus important maintenant, on devrait avoir des photos de près, de loin, sous toutes les coutures, et des films aussi à ne plus savoir qu'en faire. Or,
On n'a rien, ou quasiment rien. Donc il y a un problème quelque part. Il avait vu ça. J'ai dans la poche. Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait dire aujourd'hui? Tout le monde a ce petit joujou dans son sac ou dans sa poche. Bon, celui-là, il date un peu, d'accord. Mais c'est pas des centaines de photos qu'on devrait avoir. C'est des milliers de photos et de films. Or, à part les innombrables faux qui circulent sur Internet, qui est vraiment la boîte de Pandore dans ce domaine, on n'a toujours rien ou pas grand-chose. À la même époque, un des proches d'Aimé Michel, qui s'appelait Bertrand Meust, docteur en philosophie, docteur en sociologie, je vous ai dit, il y avait des pointures à l'époque, hein, avait analysé les rencontres rapprochées, cas par cas. Il était arrivé à la même conclusion, mais d'une manière un peu différente. Il avait isolé une structure dans ces manifestations, deux bornes très importantes. La première borne, c'était l'ostentation. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, on pensait qu'on circulait sur la route, et puis que de nuit, et puis que par hasard, il y avait un ovni qui était posé là sur le bord de la route, vous passiez devant, vous accélérez, vous filez, et vous dites merci mon Dieu, je m'en suis sorti. Et voilà. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a ostentation systématique du phénomène. Si un truc pareil vous arrive, n'imaginez pas une seconde que c'est le fait du hasard. Le phénomène contrôle parfaitement l'environnement spatio-temporel, il sait ce qui va se passer, et vous tombez dans quelque chose qui vous enlève votre libre arbitre, quelque part. Et à l'autre extrémité du spectre, ce qu'il appelle l'Elvisness, la fuite intégrale jamais mise en défaut. C'est le cadre exclusif. Là aussi, le hasard, le fameux hasard, voudrait que de temps en temps, il y ait un grain de sable dans la mécanique. Que le paysan qui tire, parce que ça arrive, hein, que le paysan qui tire finisse par toucher, qu'une voiture de flic débarque de manière impromptue, sirène hurlante, un peu comme dans une série B américaine. Mais ça n'arrive jamais. Donc, Meust a été le premier à poser le constat. Il a dit, mais on est face à un phénomène qui semble être acausal, avec le A privatif grec devant, qui est non causal. Ce qui, pour un scientifique orthodoxe, est une véritable monstruosité. Hein. Ça ne peut pas exister. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Meust a dit, de mémoire, hein, dans son livre, tout se passe comme si ce phénomène connaissait dans la trame causale à l'avance les trous d'impunité et s'en servait. Sacrée définition. J'ai eu la chance, il y a pas mal d'années déjà, c'est la fin? J'arrive presque à la fin, bon, on va faire vite. J'ai eu la chance de rencontrer un jeune physicien, qui est à Paris maintenant, et qui était quelqu'un d'extrêmement brillant et d'extrêmement ouvert. Je lui en ai parlé, il m'a dit, écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Un phénomène matériel ne peut pas investir un environnement ici planétaire sur une telle fréquence pendant 70 ans sans avoir une action beaucoup plus forte sur la causalité et surtout sans être atteint lui-même en retour par la causalité. De temps en temps, effectivement, il devrait y avoir un grain de sable. S'il n'y en a pas, il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux. Ou ça n'existe pas, et un scientifique orthodoxe te dira toujours au nom du principe d'économie que c'est ça. Ou alors, ce phénomène n'est pas matériel, au sens où on l'entend, et il déploie une physique qui ne permet pas qu'il en soit autrement. Une définition qui est très 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 importante. Il y a sur le net une interview d'Alain Connes, le plus grand mathématicien français, prix Nobel. Hein. Dure pas longtemps, c'est facile, vous pouvez la trouver très facilement. Ça dure 3 minutes. Qu'est-ce que dit Alain Connes? Que nous, l'homme de la rue, c'est-à-dire nous, mais une grosse partie du monde scientifique, hein, fonctionne sur un modèle de représentation de la réalité et de l'univers qui n'appartient pas au XXe siècle, qui appartient au XIXe siècle. En plein positivisme et en plein matérialisme absolu. Il suffit de lire le magnifique livre qu'a écrit l'année dernière Jean Bouchard d'Orval, un physicien français qui est philosophe aussi, L'impensable réalité, et qui vous dit la même chose. Il vous dit, mais le XXe siècle, il fait une synthèse magnifique d'Einstein à Bohr et à Heisenberg. Il dit, mais
le XXe siècle a passé son temps à prouver que ce modèle était faux et que c'était le contraire qui était vrai. Que disait le modèle du XIXe? Que l'univers, l'espace, la réalité est composé d'objets matériels sans aucun lien les uns avec les autres. Le XXe siècle a montré que c'était faux, c'était tout le contraire. Malgré nos apparences et malgré notre bon sens, rien n'est matériel et surtout, tout est lié. Et j'observe que depuis une vingtaine d'années, on commence à parler d'une physique de l'information, qu'on commence à parler du vecteur de la conscience dans des théories physiques émergentes, ce qui doit peut-être vous dire quelque chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est à un tel point que l'optique générale, qui était purement matérialiste au début du XXe siècle, est en train de changer. Il y a un curseur qui est en train de se déplacer, qui est l'œuvre des physiciens d'ailleurs. Beaucoup de physiciens en viennent à promouvoir des théories différentes que l'on regroupe généralement sous le nom d'idéalisme, ce qui est une très vieille philosophie, existante aussi bien en Asie qu'en Europe d'ailleurs. Et le curseur est en train de se déplacer. À quelle vitesse il se déplace, je ne peux pas vous le dire. C'est un débat interne à la science, c'est impossible à savoir. Quand est-ce qu'il va atteindre le bout, je ne peux pas vous le dire non plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand il sera arrivé à son terme, il va falloir un peu s'accrocher tous, parce que la nouvelle vision de l'univers qui va surgir de là sera sûrement bouleversante, et la révolution copernicienne et galiléenne, ce sera rien du tout à côté. Ça, c'est sûr. Alors, des amis me demandent souvent, je vais conclure avec ça rapidement, des amis me demandent souvent, mais Eric Vuscut, tu nous expliques, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est comme des enfants en train de jouer au pâté de sable dans la cour de récréation face à quelque chose qui nous dépasse entièrement. Alors, je réponds en brodant la métaphore, je ne peux pas faire autrement, je dis, il faut tenir solidement les deux bouts de la corde. À la base, l'ufologie, c'est de l'information. Il faut absolument accélérer et soigner le côté qualitatif de cette information. Au milieu, il ne faut pas perdre de vue les anomalies et les caractéristiques. Est-ce qu'on a là-dedans un indice, un début d'indice qui pourrait expliquer ça? Oui, ça existe, il y en a un. Je vous ai parlé des anomalies tout à l'heure, je vous ai parlé du fameux effet dose. Tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un effet dose. Vous circulez sur la route avec votre famille, une route très très animée avec des camions, et puis tout d'un coup la route se vide. Un silence de mort s'installe, et puis vous avez une drôle d'impression. La voiture tombe en panne très souvent, vous vous garez sur le bas-côté, et puis vous avez un phénomène ovni qui arrive. Ça dure 3 minutes, et puis tout revient à la normale, progressivement. Il arrive même d'ailleurs que la voiture redémarre toute seule, sans que vous ayez fait quoi que ce soit, que vous n'ayez pas redémarré, et vous reprenez le contact, le volant comme vous pouvez. Il arrive même, c'est la seule fois où le hasard joue pour nous, que de temps en temps les témoins savaient quelle heure il était avant. Ils avaient regardé leur montre, et puis ils s'aperçoivent, quand ils arrivent à destination, qu'on est 1h30 plus loin. Autrement dit, l'effet dose, qui est une appellation, une invention de l'ufologue britannique Jenny Randles, devrait être appelé par son vrai nom, une déformation temporelle. Et nous avons probablement là un des secrets liés aux manifestations ovni. Je termine avec mon histoire de corde. À l'autre extrémité, en haut de la corde, il est impératif, à mon sens, de suivre, de regarder, de surveiller de très près l'émergence des théories en physique fondamentale. Pourquoi? Mais c'est évident pourquoi. Parce que c'est de là que la révolution va venir. C'est de là que va jaillir un cadre explicatif qui s'intéressera absolument pas aux ovnis ou à tout ça, mais qui pourra enfin descendre et coiffer tout ça. Et donc faire monter la pertinence de la grille d'interprétation. Voilà la raison pour laquelle je vais vous demander d'accorder une attention particulière à ce que va vous dire après moi Philippe Guillemont. Ce n'est pas tous les jours qu'un physicien ose braver les interdits orthodoxes, disons, et explore les confins du paradigme. Il le fait toujours en courant de grands risques, notamment sur sa crédibilité, mais parfois même sur sa carrière. Ce n'est pas tous les jours non plus qu'un physicien s'intéresse à ces problèmes, vient ici et vous dit, moi voilà ce
que j'en pense, voilà l'éclairage que je peux apporter là-dessus. Pour toutes ces raisons, accordez-lui votre attention. Il me reste à vous remercier de m'avoir écouté. J'abrège, j'ai abrégé très vite le temps, on est pressé par le temps. Je pourrais faire 3 heures et vous expliquer des choses, mais voilà. Donc je vais le plus vite possible. Merci à tous, merci de votre attention.